Mais en tout cas, bon, ça fait partie des pistes. Après, sur les technologies elles-mêmes, moi je pense que fondamentalement, ce que changent les technologies, c'est qu'elles sont un langage. Elles sont un langage à part entière. Et donc là, à partir de ce moment-là, on ne peut pas les considérer simplement comme des outils. C'est-à-dire que c'est au-delà de la boîte à outils. On est sur la création d'un nouveau langage dont on doit s'emparer comme tel. Et peut-être que, justement, on se dit, voilà, les technologies, c'est peut-être pas complètement satisfaisant, etc. Mais est-ce qu'on a bien compris ce nouveau langage qui est en train de s'imposer à nous ? Et là, je crois que justement, les jeunes gens ont beaucoup de choses à nous apprendre là-dessus, sur les usages, sur la manière de les mettre en œuvre, sur ce que l'on peut faire aussi avec ces nouveaux langages, qui sont là de nouveaux outils. Oui, des nouveaux langages, et j'aurais tendance à dire de nouveaux langages normés, c'est-à-dire qu'ils ont une logique qui nous guide déjà dans une directionnalité qui n'est pas forcément d'une neutralité absolue. Non, ils ne sont pas d'une neutralité absolue, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts que ce que l'on peut en croire. C'est-à-dire que, moi, typiquement, sur Memory Call, on travaille en open source, le code est disponible. Si vous voulez modifier le code, c'est possible. D'accord. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on donne absolument tous les moyens pour que les gens puissent s'emparer de ça, y compris au niveau du code. Voilà. Ça, donc je crois que c'est aussi important d'aller dans cette direction-là, même si effectivement elle demande des compétences spécifiques, mais en tout cas, on n'est pas sur un logiciel verrouillé, propriétaire, qui va parfois imposer une esthétique. Et c'est pas toujours le cas. Voilà, ça dépend. Il y a des logiciels qui imposent une esthétique, d'autres non. C'est vrai que, si vous permettez, moi je peux constater, j'ai 20 élèves, si vous voulez, et beaucoup de déformatage, parce que pour aborder l'électroacoustique, c'est quand même sortir du cadre tempéré. Bien sûr. Et ce déformatage est déjà initié grâce justement à Internet. Certains jeunes d'eux-mêmes déjà sont allés s'éduquer, si je puis dire. Donc il y a parallèlement à des institutions pédagogiques, il y a déjà un travail qui se fait underground grâce à des outils via Internet. Alors c'est sûr, il y a tout et n'importe quoi, mais il semblerait, et ça je peux en témoigner, que certains jeunes ont déjà bénéficié d'un acquis par rapport au néant grâce à Internet. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif, quoi. Oui. Ça doit marcher, j'espère. Ouais. Oui. C'était juste pour réagir sur l'histoire des 10 minutes sur le site d'Arte. Je dirais tant mieux pour nous que les gens ne restent pas plus de 10 minutes. Parce qu'il faut quand même qu'ils viennent dans les salles pour vivre collectivement une chose qui se passe sur les plateaux. Parce que si les productions des artistes ne sont vues que sur le site d'Arte ou d'autres sites, à ce moment-là, notre avenir est un peu à court terme. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est, contrairement à ce que vous avez dit, enfin en tout cas pour nous à Dunkerque, on choisit très peu les spectacles sur vidéo, que ce soit des choses qu'on nous envoie ou des choses qu'on peut voir sur Internet. Parce qu'on n'arrive pas à mesurer l'ampleur d'un spectacle, je dirais la qualité d'un spectacle, la dynamique d'un spectacle. On préfère toujours aller en salle. Alors, évidemment, on n'est que deux à aller voir des spectacles, c'est déjà pas mal. Dans certaines salles, il n'y a qu'un seul programmateur. Mais on essaye de ne pas se fier à ces vidéos parce que parfois, elles ne retransmettent pas exactement ce qu'on peut vivre, évidemment, quand on est en direct devant le spectacle, quoi. Mais elles peuvent permettre une découverte. Là, on a la chance d'avoir un directeur de festival qui a beaucoup travaillé autour des technologies. Il pourrait peut-être donner son point de vue sur cette relation au spectacle vivant et à la captation et à son impression personnelle. Disons que il y a vidéo et vidéo. Hein. Oui. Et des vidéos, il ne vaut mieux pas les mettre sur YouTube parce que ça dessert plus le spectacle que ça ne le sert. Par contre, il y a des vidéos qui sont très très bien faites et qui apportent un regard riche, complémentaire. Mais il m'arrive parfois, mais c'est quand même assez rare, de me positionner ou de prendre une décision à partir d'une vidéo, pas pour des tas de raisons, parce que je n'ai pas encore trouvé le moyen d'être à plusieurs endroits en même temps. Mais par contre, l'outil vidéo est une première étape qui, moi, va m'amener, va en tout cas susciter ma curiosité et m'inciter à aller voir le spectacle dans un deuxième temps. C'est-à-dire que c'est une première étape qui, je pense, est précieuse, une accroche, et que ce serait vraiment pour les artistes
ce serait dommage de ne pas profiter de ce médium comme étant un outil de promotion qui peut être tout aussi précieux qu'un CD ou une documentation. D'autres réactions sur cette thématique du croisement lié aux nouvelles technologies Juste dire qu'en électroacoustique, on a ce problème de la multidiffusion et que cet outil est souvent presque mono, je dirais. Bon, il est vaguement stéréophonique. Or, effectivement, l'émotion souvent vient de la pression acoustique multiple et que nous sommes notre propre table de mixage, quoi. Et que donc, cette émotion vibrante, résultant dans deux petits haut-parleurs, il lui manque quelque chose d'humain. Voilà, donc ça. Et est-ce que les musiciens, votre collectif par exemple, met beaucoup d'énergie ou beaucoup d'efforts à investir cet espace numérique pour essayer de valoriser votre travail, ou vous préférez, comme vous l'avez dit, valoriser le rendez-vous hebdomadaire? Ah non, pas du tout. Non, j'ai dit, en fait, c'est des choses qui sont complémentaires, en fait, qui doivent coexister. L'une n'est pas exclusive de l'autre, en fait. Enfin, j'ai jamais dit ça. Mais j'avais juste envie de faire deux remarques, en fait, parce que c'est vrai que le numérique, pour moi, il y avait quand même deux aspects. Il y a l'outil en tant qu'outil de communication. Et là, on entendait parler effectivement de la médiation via de la vidéo, de l'analyse via des outils numériques. Et puis cet effet en fait qui va parfois à l'encontre en fait de ce qu'on peut rechercher dans les expériences d'écoute qu'il y a dans l'écriture musicale contemporaine. On veut amener l'auditeur à une expérience d'écoute différente ou un certain type d'attention. On se rend quand même compte qu'avec Internet, il y a beaucoup plus d'effets de papillonnage en fait, quoi, qui est intéressant aussi, hein, parce qu'il y a l'effet, comme vous voulez l'expliquer, comme ça un peu rhizomatique. Là, on passe d'une séquence à l'autre et puis on découvre les univers, mais un peu en forme de papillonnage, je trouve, quoi. Et qui est un petit peu paradoxal par rapport à parfois la volonté de certains créateurs, quoi, que ce soit dans l'électroacoustique, la musique contemporaine ou même dans des musiques expérimentales, quoi. Enfin, voilà, il y avait cette partie-là par rapport à l'outil comme communication. Et puis je voulais juste parler d'une expérience personnelle sur le numérique. Effectivement, l'outil, je trouve ce qui a changé aussi, c'est la facilité qu'on a aussi à manipuler ces outils numériques, quoi, et qu'on peut assez vite mettre en œuvre des outils, donc comme c'était évoqué par Clarisse, c'est ça ? Clarisse. Qu'on peut construire ses propres outils. En fait, là, enfin, moi, je travaille actuellement depuis un an sur le développement avec un développeur, un ingénieur du son et puis un auteur sur un dispositif de guitare augmentée, en fait, où on va développer un système, un logiciel spécifique capable de réagir au geste instrumental. Donc là, c'est aussi une façon de retrouver un peu de reconfronter un peu la qualité du geste instrumental et pas vivre seulement une forme de projection avec des seuls haut-parleurs. C'est une autre approche. Ce que je voulais dire, c'était qu'on peut mettre en œuvre assez facilement, avec une équipe assez réduite, comme ça, la construction de nouveaux outils, quoi, avec des moyens assez réduits, chose qui était, il y a plus d'une dizaine d'années, qui était beaucoup plus complexe à faire, quoi, qui demandait beaucoup plus de moyens, enfin, il me semble. Et il y a vraiment cet intérêt, quoi, de construire ses propres outils et de pouvoir les mêler à son propre processus de création, quoi, dans ses démarches artistiques parfois. Donc là, voilà, c'était juste pour citer un exemple de recherche et pour dire que ces deux axes sont complémentaires pour moi. L'expérience concrète aussi, parfois du concert, chose importante aussi peut-être à signaler, c'est que les écritures croisées, autant ça peut amener des démarches passionnantes et fort enrichissantes des deux côtés, quoi, fertiliser les deux côtés d'ailleurs. Autant ça ne doit pas être une nécessité, parce que parfois il y a des projets d'artistes et de créateurs sonores qui n'ont pas forcément envie de développer, qui recherchent une situation acousmatique par exemple, dans le noir. Enfin, il ne faut pas que ça devienne une nécessité non plus, qu'on ait besoin du théâtre, de la vidéo, de la chorégraphie. Évidemment, ça peut créer des objets très intéressants, mais c'est pas, pour certains, ça ne doit pas devenir une nécessité aussi, une obligation. Voilà. Numérique, comme la langue d'Ésope, un peu la meilleure et la pire des choses. J'entends un petit peu ce double discours. Il y a un mot, on va pas être loin de la fin de notre rencontre, mais il y a un mot qu'on avait prononcé, enfin qu'on avait écrit dans notre formulaire de convocation autour de cette nouvelle alliance musicale, c'était le mot solidarité territoriale. Et tout à coup, on vous entend dans tous depuis ce matin. Est-ce que, à la fois le numérique, mais à la fois toutes ces nouvelles manières de connecter les uns aux autres,
Est-ce que ça crée plutôt un espace solidaire ou un espace solitaire ? Pardon de... Des expériences, des sessions, ça crée un espace totalement solidaire. J'entends tout à fait ce que tu dis. Solidaire. D'air, avec un D. D'air. Non, tout le monde apprend à se développer sa propre personnalité en ayant tout le grand plaisir de pouvoir s'appuyer sur un groupe. Et ne serait-ce que ton développement avec 3 personnes, etc. Enfin, voilà. Après, tous les résultats des sessions ne sont pas forcément effectivement avec une mise en scène ou des choses comme ça. Il peut y avoir des pièces purement acousmatiques dans le noir, comme il peut y avoir d'autres choses. Je crois que c'est effectivement ça, c'est la grande liberté à conserver. Il n'y a aucun présupposé à avoir par rapport à quoi que ce soit. Par contre, la réalité du métier, elle est quand même là. C'est-à-dire que c'est de plus en plus, je pense que les choses fonctionnent collectivement. Et voilà, les gens ont envie de bosser ensemble. Et c'est une très très bonne chose, c'est une très bonne ouverture. Ah ben, on est tous d'accord. Oui, non, mais je veux dire, là pour ça. Non, mais c'est une réalité du métier question depuis pouvant se poser, je me permettais de la poser. Depuis plus longtemps que ça existe. C'est juste ça que je veux dire. Oui, Thierry et Monique. Monique avait le micro d'abord, honneur aux dames. Oui, je voulais juste, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais on avait évoqué aussi les industries créatives, parce qu'on est dans une région qui est envahie au sens bon du terme, de serres numériques, etc. On a vu, il y a quelqu'un de Rubica, d'ailleurs, dans la salle aujourd'hui. Rubica, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, une école Supinfocom, Supinfogame, donc et l'Institut Design. Enfin, je ne sais pas si l'Institut Design est à part ou pas. Il y a quelqu'un qui pourrait nous en parler ici ? Oui, voilà. Vous pouvez nous en dire un mot, Voilà, ça serait si peut-être tu bien. peux... Je te passe la parole. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il faut peut-être se poser aussi la question de justement la présence ou pas de la musique et le lien de la musique dans les futures alliances avec ce type. Oui, parce que c'est vrai que Valenciennes a un projet énorme qui s'appelle la serre numérique. Je ne sais pas si ça s'intègre à l'intérieur de ça. Mais c'est... oui, d'ailleurs, on est en train d'en parler avec Artzoid pour des partenariats futurs. Donc, vous voulez que je présente rapidement la serre numérique, en fait ? Oui, enfin, Rubica, enfin, je sais pas. Rubica. Alors, Rubica, c'est, on va dire, la réunion, enfin l'union même plutôt, de 3 écoles. Une école de jeux vidéo, Supinfogame, une école de cinéma d'animation, Supinfocom, et une école de design, l'ISD, Institut supérieur de design. Et alors j'y suis que depuis très peu de temps, je suis là depuis le 30 septembre. Moi je suis artiste plasticien par ailleurs, mais du coup je suis là-bas aussi pour justement ouvrir un petit peu ces nouvelles écoles qui sont assez récentes. Par exemple les écoles de jeux vidéo, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ou 12 ans, c'est une première. On a la chance en France d'avoir des pionniers en la matière, Supinfogame en fait partie, et ils sont même très bien représentés à travers le monde. Et en fait, moi, il m'apparaît que dans ces écoles-là, on a des statuts assez intéressants d'étudiants qui sont à la fois des gens qui vont répondre à des besoins de communication, d'économie, etc., mais aussi qui sont quand même dans des activités très, très créatrices. Et je pense qu'il faut absolument préserver ce côté créateur. Après, le statut de leur production, on pourra en discuter, ça fait débat. Est-ce que le jeu vidéo, c'est une œuvre d'art, etc. Sans doute qu'à certains endroits, à certains moments, oui, à d'autres, non. Cela dit, il faut absolument préserver ce côté création. Et pour ça, il faut l'ouvrir au monde. Il ne faut pas, j'allais dire, entre guillemets, créer des générations d'étudiants qui vont réfléchir par rapport à des objets qui marchent déjà. C'est-à-dire que quelque chose qui est très dangereux dans le numérique, c'est... on va dire la magie que ça peut donner et la capacité que ça donne aux gens de vouloir reproduire ce qu'ils ont déjà vu. Et il y a comme ça une sorte de circulation assez consanguine, je trouve assez dommageable, c'est de toujours être prisonnier des choses qu'on a vues. Et donc pour ça, on va dire, il faut ouvrir ces jeunes créateurs au monde, enfin en tout cas, ou les réouvrir, et des partenariats avec des structures comme Artzoid, comme des écoles d'art ou peu importe, ou même avec des artistes, ça permet aussi de sortir de ce circuit et de qui modélise. Oui, voilà, qui se façonne. Mais en même temps, c'est très humain de rester à l'intérieur de sa propre culture, de vouloir la reproduire à l'infini, on va dire entre guillemets. Bon, après là, je m'éloigne un petit peu.
Mais je crois que ce que voulait ajouter Monique, c'est qu'à l'intérieur de ces espaces qui ne sont pas directement consacrés au musical, il puisse y avoir de la part des acteurs une conscience que le monde de la création musicale peut hybrider naturellement avec les espaces de recherche qui sont... D'une manière générale, l'histoire nous montre bien que l'image et le son sont liés depuis le début, que ce soit par le théâtre, on n'a pas besoin de technologie pour ça. Il y a le théâtre, il y a eu les ballets, etc. Aujourd'hui, on a peut-être des nouvelles formes. Pas forcément un nouveau langage d'ailleurs, je n'étais pas forcément trop d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que la technologie reste un outil, et justement il faut faire attention à ce que la technologie ne devienne pas un langage, parce que dans ce cas on serait esclave de cette technologie, et je pense qu'il faut à tout prix c'est ce que disait Chris tout à l'heure, elle disait que c'était plus ouvert que ça n'en avait l'air. Oui, donc ça, je pense après, il y a beaucoup de rhétorique et de poésie dans la manière dont on peut exprimer les choses, il faut quand même faire attention. Cela dit, pour revenir un petit peu au sujet, oui, l'image et le son, enfin l'audiovisuel, c'est très vaste, il y a plein de formes, qu'elles soient numériques ou non d'ailleurs, et c'est toujours très intéressant d'allier des savoirs, des connaissances. Par exemple, à la sphère numérique, l'image est très, forcément est au centre de toute la pédagogie, puisqu'on est dans le jeu vidéo. Après, il y a d'autres sens aujourd'hui auxquels on fait appel, le toucher, ou d'autres espaces comme le mouvement. Voilà, ça c'est très intéressant. Mais ces espaces-là sont quand même aussi présents dans la musique. Et dans ce cas, l'occasion de travailler avec des artistes qui sont souvent des chercheurs, qui sont souvent pionniers dans leur discipline, c'est très intéressant pour que ce soit de la pédagogie, mais aussi pour des réalisations. Je pense que c'est aussi, les écoles sont aussi un vivier de futurs créateurs, et donc en ces termes, c'est très intéressant de les faire participer à des activités où il y a un résultat à la fin. Là, je trouvais aussi très intéressant ce qu'avait dit le monsieur Brice, je crois. André, qui parlait tout à l'heure, je ne sais plus son nom de famille. André Sermilan. André Sermilan, voilà, qui disait qu'il y a aussi un résultat à la fin. Ça, c'est très motivant, et c'est aussi un gage d'investissement et de réflexion. Parce que forcément, il faut qu'on y arrive à un moment donné. C'est un petit peu comme la deadline ou le délai. Voilà, ça nous force à sortir de nos gonds, ça nous force à travailler plus, à travailler plus dur, et aussi à se poser les questions. Et ce qui est quand même aussi un des nerfs de la guerre, c'est se poser des questions par rapport à ce qu'on fait. Merci. J'avais senti frémir des choses. Le temps se raccourcit, mais bon, il y avait Gérard et Thierry. Vas-y, Thierry. Juste un petit mot pour rebondir par rapport à ce que tu disais, André, un témoignage par rapport à la région. Donc ça fait une trentaine d'années que je travaille dans cette région. Il y a 30 ans, les gens ne travaillaient pas ensemble. Les gens, ils essayaient, il n'y avait pas grand-chose déjà. Chacun essayait d'affirmer un peu son histoire. Il y a un processus d'individuation, en fait, qui s'est produit sur une dizaine d'années. Puis à un moment donné, souvent, grâce à des initiatives du ministère aussi, il y a eu une mise en phase des projets. On a commencé à travailler ensemble. Et actuellement, là, je parle surtout du Nord-Pas-de-Calais, je ne connais pas encore bien la Picardie, mais il y a une pratique d'essayer, en tout cas, de se mettre en phase et d'essayer d'imaginer des nouvelles modalités pour se rencontrer. Et c'est une région qui a une certaine fraternité à ce niveau-là, quoi. C'est plaisant pour moi de travailler en Nord-Pas-de-Calais. Gérard, je voulais juste dire une toute petite chose encore. C'est quel âge à Futur Composé, c'est très simple. Est-ce que c'était envisageable il y a 15 ans? Tu le sais pas. Ouais. Voilà. La dernière chose aussi, c'est par rapport au concept d'étudiant. Moi, j'ai une conception un petit peu anglo-saxonne de la chose, c'est-à-dire que l'institution ne fait pas tout. Les gens arrivent avec un énorme bagage, on donne un espace de liberté où ils s'expriment, on leur permet de faire des choses, mais c'est pas nous, c'est eux. Voilà, c'est juste cette chose-là qu'il faut renverser par rapport à l'aspect souvent francophone où l'institution prend le poids sur la personne. Non, les personnes sont là et les institutions sont là pour les servir. Enfin, je crois que j'insisterai toute ma vie là-dessus. Voilà. Oui, Gérard. Oui, on m'entend, oui. On t'entend. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière sur les plateformes YouTube et compagnie, et de dire que justement il y avait une sorte de danger de rapetissement de l'art, et notamment de l'art musical, qui justement lui utilise, comme le disait si bien André, la multiphonie, mais aussi la puissance. La pression acoustique, oui. La pression acoustique. Quand on va dans une salle de spectacle, on n'entend pas du tout un truc formaté, en tout cas en ce qui concerne les musiques de création, et notamment les musiques
justement contemporaine amplifiée, ce qui est le cas de pas mal de musique, notamment pas seulement les spectacles musicaux, mais les spectacles de théâtre, où la musique est une espèce de mur de puissance qui débarque sur scène comme quelque chose de complètement inattendu et qui fait partie de la dramaturgie. Je pense à certains metteurs en scène qui utilisent à fond cette particularité de l'art. En plus, il y a quelque chose aussi qui est important dans l'art musical, c'est la durée. Une œuvre musicale, elle peut durer 30 secondes, ça c'est possible. Hein. Eric Satie l'a fait, et d'autres. Mais ça peut durer aussi plusieurs heures. Et c'est aussi l'importance du temps musical, qui est souvent devenu un compagnon très désagréable pour les plateformes justement de diffusion. Et on ne peut pas se faire l'idée d'un spectacle en zappant 3 secondes au début, 15 secondes au milieu et 20 secondes à la fin. C'est pas possible. Donc, les programmateurs comme Bateau Feu, ils sont deux, ne peuvent pas voir l'intégralité des propositions théâtrales, chorégraphiques, musicales, etc., opératiques, qui sont proposées. Donc, on est quand même dans une problématique très grande qui nous ramène toujours à la diffusion et qui nous ramène toujours au fait qu'une œuvre qui nécessite plusieurs assistants, plusieurs musiciens, plusieurs mois de travail, plusieurs milliers d'euros soit fait pour une représentation, 2, voire 3 si tout va bien, et puis basta. Et ça, les politiques, vous savez, ceux pour lesquels on va voter dans peu de temps, ils ne vont pas nous louper là-dessus. Ils vont dire, mais monsieur, vous dépensez de l'argent public pour faire une œuvre, comme vous dites, c'est vous qui dites que c'est une œuvre, hein, parce que nous on n'est pas d'accord, mais ça c'est pas notre problème, et vous dépensez tant d'argent public pour ça, et là est le grand danger. Et là est aussi la grande utilité des réseaux qui permettent aussi de multiplier les diffusions, de croiser les productions. Et moi je crois beaucoup en ça, même si pour l'instant on fait encore œuvre on prie pour l'instant. Voilà, c'est ce que on fait plus que prier, on agit. Oui, Laure Berlioz et puis André Dion. Oui. Vas-y, Laure. Moi, c'est en fait comme spectateur que je voudrais faire juste un commentaire, parce qu'on arrive à la fin de la journée, et donc on est quelques-uns à représenter Futur Composé et à pas du tout être de cette région, et donc on a appris beaucoup de choses en fait sur le paysage de ces deux régions qui vont être réunies. Et donc, il me semblait que c'était intéressant, même si c'est très de loin, de faire un commentaire sur ce qu'on a ressenti. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui, c'est d'abord l'existence d'un livre blanc, parce que je ne connais aucune région qui ait fait ce travail-là à cette époque. Tout le monde s'interroge sur l'avenir des nouveaux territoires, sur ces nouveaux mariages entre des régions, sur qu'est-ce que ça va engendrer. Et le fait que les acteurs se prennent par la main pour exprimer quelque chose, je trouve ça très important. Et en fait, à partir de là, on a aussi repéré que tout n'avait pas été dit, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a des réseaux qui n'avaient pas été mis dans cette consultation, qu'il manque des choses dans la région, même si on sent des dynamiques très fortes et un potentiel très fort. Et on l'a dit, donc manque de lieux de fabrique, manque d'intermédiaires, manque de pépinières. Donc je pense que toutes ces choses-là, il faudrait peut-être que le travail qui a été commencé dans cette région, il continue, il soit exprimé et qu'il soit aussi suggéré aux futurs responsables politiques, parce que c'est souvent en prenant en compte les besoins, l'expression de tout ce que vous avez dit, qui peut, de là peuvent naître de nouveaux dispositifs, de nouveaux critères d'intervention. Moi, j'ai été longtemps en Rhône-Alpes, et en Rhône-Alpes, le conseil régional donnait peu d'argent, mais il donnait de l'argent sur critères. Et donc, il aidait des spectacles que s'ils étaient diffusés un certain nombre de fois. Et du coup, les lieux de diffusion se mettaient ensemble pour proposer des projets qui rentrent dans les critères. Donc, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'interactions positives. Et donc, voilà, je voulais dire que vous représentez comme ça, quand on vient de l'extérieur, on a l'impression de... Tu posais la question solitaire-solidaire, d'un paysage plein de relief et avec beaucoup de choses, et que la solidarité n'est pas loin. Donc je pense qu'il faut, c'est important à partir de là de continuer la réflexion et l'expression que vous avez eue pour proposer des choses. Et voilà, et dire que il nous semble qu'il y a
il y a beaucoup de potentialités dans tout ça, et peut-être avec ces nouveaux territoires, plus d'échanges, plus de diffusion, mais encore faut-il que les acteurs le proposent et le discutent. Voilà, c'est tout. Merci pour ce regard un peu panoramique, pré-conclusif. Je crois qu'il y avait encore une ou deux interventions, mais on ne pourra pas aller très loin après. Oui. Si André. besoin, c'était pour rajouter une petite pierre. Oui. Juste, je trouve que d'un point de vue anthropologique, aujourd'hui, le monde sonore donc, a un petit peu révélé des choses. Il y a un bouleversement qui est quand même impressionnant sur les transmissions. Et je pense que d'un point de vue anthropologique, donc les sociétés millénaires s'écroulent. Donc c'est les termes même des anthropologues. Un monde nouveau s'invente et qui va vite. Donc on ne peut plus prendre ce temps du temps comme on a pu avoir. C'est pour cela que j'invite cette région à créer un lieu accélérant légèrement la rencontre entre l'artiste et le public. Parce que l'inertie, si vous voulez, du système en place, qui date, fait que la rencontre se fait toujours en retard. Voilà. Oui. Je sais qu'il y a peut-être une question qu'il faudrait se poser aussi, c'est la place du financement des artistes, enfin de la culture, dans le monde politique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que aussi bien pour les structures que pour les compagnies, les artistes, etc., on voit bien que les grandes structures se dirigent de plus en plus vers le système de privatisation, le mécénat d'entreprise, etc., avec de moins en moins d'argent donné par les institutions. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Donc tous ces problèmes qu'on a évoqués, évidemment, sont quand même aussi dépendants d'aspects financiers. Et on a un basculement quand même de la société, et surtout du financement de la culture vers le libéralisme, un peu à l'anglo-saxonne. Vous savez qu'en Angleterre, etc., aux États-Unis, tout fonctionne pratiquement par du mécénat privé, mais des grands orchestres jusqu'aux scènes de spectacles, etc. Et je crois que c'est une question quand même assez importante à se poser, parce qu'on avait l'habitude, évidemment, pour les compagnies, etc., même pour les projets, de déposer, pour les festivals, déposer des dossiers de financement, conseil général, conseil régional, etc. On voit bien que tout ça, ça menuise de plus en plus. Et jusqu'où cela va aller et quelle sera la place finalement de la culture et du créateur par rapport à cette évolution. Ces questions ont été posées ce matin et reposées là maintenant. C'est vrai que dans quelle mesure devons-nous subir cette évolution ou résister à elle? Voilà, c'est aussi toute la grande question, parce qu'il y a aussi des choses qui mutent. Donc il faut accepter les mutations. Et en même temps, parfois, il est très utile de faire, je pense qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de croiser les expériences, d'échanger au maximum et d'inventer des discours. Je crois que le livre blanc en était la preuve aussi. D'autres réactions, d'autres envies? C'est vrai que c'est des débats qui pourraient... Oui ? Oui, ça doit être bon, je pense. Oui. Si. Pardon. Quand on parlait du coup peut-être de lieux, création de lieux, est-ce que ça peut pas être juste peut-être un temps? Le lieu, ça peut aussi être un temps. Et par exemple, ce qui m'est venu un peu en écoutant un peu tout le monde en tête, c'est le Festival d'Avignon, qui est dans un autre domaine, qui est dans le théâtre, mais du coup qui, on va dire, utilise une ville dans son acception la plus complète, c'est-à-dire les écoles, les gymnases, les lieux saints, des fois des lieux cultes, de culte à la retraite ou pas, des salles de spectacle, et du coup tout est réuni pour accueillir des créations. Ces créations, elles ne sont pas forcément créées sur place, elles sont des fois itinérantes, etc. Et comme ici, il y a quand même beaucoup de structures différentes qui sont représentées, il y en a même d'autres qui ne sont pas forcément présentes là, mais qui sont dans la région. Est-ce que ça pourrait être l'occasion peut-être d'imaginer une sorte de festival où toutes ces créations qui ont lieu pendant toute l'année auraient un même temps de visibilité peut-être? Parce que la visibilité, je pense que ce n'est pas forcément un problème en soi, c'est peut-être le fait qu'il y a tellement de choses à voir tout le temps, en permanence, qu'on est forcément aussi noyé dans un flux comme ça éternel de choses à aller découvrir, à voir. Peut-être que les réunir, c'est déjà leur de renforcer la visibilité, mais pas forcément dans le nombre, mais dans l'attention qu'on va susciter chez les gens. Aujourd'hui,
la diffusion, c'est quelque chose qui ne pose pas problème. Aujourd'hui, d'ailleurs, le plus grand truc de diffusion, c'est quoi? C'est Facebook, c'est YouTube, c'est gratuit, tout le monde le fait. Voilà. Mais pour ces créations-là, qui demandent en plus un contexte, peut-être pédagogique, peut-être d'explication particulier, ou en tout cas une attention particulière, le temps me paraît un curseur primordial pour se réunir. Je vous renvoie Pardon, excuse-moi. Oui, c'est où? Je vous renvoie. Pardon, c'est là. Oui. Tu permets que je lui réponde? Est-ce que tu veux dire en même temps, mais pas forcément dans le même lieu, c'est-à-dire que simultanément dans toute la région, à un temps donné, on fait une action? Pour l'instant, je ne vais pas répondre forcément à la question, je veux juste la poser. Effectivement, je pense que c'est des choses à réfléchir. Est-ce que c'est un festival qui aurait lieu, par exemple, dans une ville différente de la région d'année en année? Est-ce que c'est la même ville et que tout le monde s'y retrouve? Je pense que ça, il faut poser la question. Je vous renvoie à la spécificité de Futur Composé. Futur Composé a depuis 3 ans maintenant organisé un événement qui s'appelle Bien Entendu. Bien Entendu, c'est un moment de focalisation pendant une durée où on essaye de valoriser la création sur l'espace national. L'idée pour l'année suivante, l'année prochaine, serait de faire un événement Bien Entendu qui soit pris en charge par les acteurs eux-mêmes dans l'espace régional. Pourquoi ne pourrait-il pas être envisageable que la région, la nouvelle grande région, prenne en main un moment de concentration autour de la création musicale et qu'il y ait quelque chose de fort qui puisse se passer à cette occasion? On serait tout à fait prêt à en être les partenaires. Le problème, c'est qui finance, Sois pas pessimiste. Il n'y a pas de micro. C'est juste, cher David, donc bien entendu, oui, c'est un titre sympathique. Moi, je l'aurais appelé État d'émergence, mais bon. Non, mais c'est drôle parce que c'est vrai que Bien Entendu est un événement national, mais c'est vrai qu'il y en a qui le découvrent aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est important de le souligner. D'autres. Bon, je crois hélas que l'heure est 17h13. Oui, je crois qu'il faut Martine, je voudrais surtout remercier et Romaric et le Phénix de nous avoir accueillis et Artzoy d'avoir contribué à la réussite de ces moments, et puis surtout à tous les intervenants qui ont donné de leur temps et un peu de la pensée et puis vous tous évidemment, pour essayer de faire avancer comme on peut toutes ces idées pour le futur à composer. Merci à tous.